Bonjour à tous, chers découvreurs de la langue française. Donc vous me retrouvez aujourd'hui un petit peu enrhumée pour parler des calendriers de l'Avent. Alors je sais que sur YouTube beaucoup de personnes en ont parlé. Nous avons fait un premier article sur notre site internet frenchdiscoveries.fr et j'ai eu envie de donner une version audio de cet article afin de permettre aux personnes qui apprennent le français d'écouter la prononciation, d'avoir le texte et d'avoir la version audio afin de comparer leur propre perception de la prononciation des mots et la réalité. Également, je vais mettre des petits exercices de compréhension orale autour de cette vidéo avec des exercices également de vocabulaire parce que je pense que c'est toujours très important d'apprendre de nouveaux mots. Alors, lorsque j'ai préparé cette vidéo, j'avais envie d'illustrer donc ce podcast avec de jolies images. Alors, elles sont toutes libres de droit et vous allez avoir les références à la fin de la vidéo, donc petit générique. Et donc, je voulais illustrer et j'ai découvert des auteurs, donc des peintres, des illustrateurs très intéressant du siècle dernier et j'ai eu envie aussi d'en savoir un petit peu plus sur eux et donc vous aurez quelque chose, un petit complément qui parle de ces personnes qui ont réalisé de jolies illustrations pour Noël parce que je trouve que c'est toujours intéressant de savoir un petit peu qui était qui a fait quoi. Voilà, en tout cas, j'ai voulu illustrer de manière charmante pour nous mettre dans cet esprit de Noël. Et puis également, vous allez me voir en train d'essayer d'ouvrir la première page du calendrier de l'Avent édité par les éditions Jouvence. Donc ça s'appelle Mon fabuleux grimoire de l'Avent. Et effectivement, c'est un livre que j'ai acheté et que je comptais faire peut-être plus tard parce que le contenu en fait n'est pas forcément utilisable uniquement pendant la période du mois de décembre. C'est ça qui est très bien, on peut l'utiliser par la suite. Mais les pages sont fermées et numérotées du 1er au 24 décembre et plutôt que de manger du chocolat, je me suis dit allez, essayons de faire du spirituel. Alors au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes donc le 11 décembre. Et c'est vrai que j'ai déjà ouvert un certain nombre de pages de ce livre et je vous avais dit que je vous tiendrai au courant. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus d'ésotérisme que de spirituel pour le moment. En tout cas, de la page du 1er au 10 décembre, je n'ai pas encore ouvert le 11. J'ai beaucoup aimé la partie sur l'intuition. Alors je sais que sur internet, il y a également d'autres personnes qui chroniquent ce livre et qui font une ouverture jour par jour. À un moment, je voulais le faire et puis finalement, je ne l'ai pas fait et je regrette pas parce que en fait, c'est vraiment trop, il y a trop d'ésotérisme. Par exemple, au niveau de la chiromancie, c'est-à-dire l'art de connaître l'avenir à travers les mains. Il y a également le tirage de cartes et puis il y a d'autres petites choses. Il n'y a pas que ça, bien sûr, il y a aussi du spirituel et puis les aspects de faire confiance à son intuition, mais je trouvais que ça rentrait pas totalement dans l'ADN de ma chaîne, donc je vais vous montrer au moment où j'ouvre, et là je vous fais ce petit débrief. Mais ce que je voulais dire, c'est que donc c'est un très bon ouvrage, mais qui n'est pas que spirituel. Donc si vous n'êtes pas du tout versé dans tout ce qui est ésotérisme et tirage de cartes, c'est pas forcément que religieux, c'est ça que je voulais dire, voilà, par rapport à des livres qui serait par exemple comme quand on va avoir les... Oh là là, je perds mes mots, vous vous rendez compte? Lorsqu'on donnait les images pieuses pendant l'Avent, là c'était vraiment fait par des confréries religieuses. Ça ne veut pas dire que c'est pas un bon livre, pas du tout, j'adore ce livre, mais je préfère pas le chroniquer au jour le jour parce qu'il y a des choses que pour l'instant, même si à titre personnel je ne suis pas fermée, c'est pas forcément des choses sur lesquelles j'ai envie de communiquer, mais je pense que c'est un très bon livre et très intéressant d'avoir renouer avec cette tradition. Bon, vous voyez, je suis un peu enrhumée, je cherche mes mots, je pense que le mieux c'est que vous découvrez immédiatement cette petite histoire des calendriers de l'Avent et je vous dis à très bientôt. Une petite histoire des calendriers de l'Avent. Impossible de ne pas avoir remarqué dans les magasins ou en ligne les calendriers de l'Avent. Se déclinant dans de multiples créations reprenant tout le concept d'un emballage cartonné, stylisé, inspiré par l'iconographie de l'hiver et de Noël, en forme de maison, de sapin,
de hôtes du Père Noël, d'étoiles, de boules décoratives, de flocons, etc. Ils comprennent tous des petites cases ou tiroirs numérotés contenant un objet, une friandise, un produit cosmétique, voire des bouteilles de bière, du saucisson, du café, des jouets pour adultes et même des graines de plantes à semer dans son jardin pour les plus originaux. Des calendriers de l'Avent très divers. Cependant, cette diversité ne s'arrête pas là, car on s'aperçoit que le concept même de calendrier de l'Avent permet de laisser libre cours à toute forme de créativité, qu'elle soit commerciale ou non. Sur Instagram, par exemple, il y a même des propriétaires d'animaux domestiques qui ont créé des calendriers de l'Avent pour leur animal de compagnie. Bien sûr, pas de chocolat ou d'aliments susceptibles de mettre en danger la santé de l'animal, juste quelques croquettes ou friandises adaptées en quantité raisonnable. Mais c'est dire si le concept est déclinable et inspirant. La diversité des catégories s'explique à la fois par l'engouement du public pour ces sortes de pochettes surprises qui nous renvoient en enfance, à l'époque où nous attendions patiemment nos cadeaux au pied du sapin, mais aussi par la créativité de leurs concepteurs et la promotion effectuée. Même dans la plus petite supérette de race campagne, vous pouvez trouver un calendrier de l'Avent. Si le choix vous perturbe face à leur prolifération, sachez qu'il existe un site dédié au calendrier de l'Avent qui les recense et vous donne des conseils pour bien les choisir. Sur notre site internet French Discoveries, nous vous avons mis tous les liens. Et je le mettrai également dans la description de cette vidéo. Que l'on critique cette tendance ou que l'on s'en réjouisse, dès la mi-novembre, force est de constater que ces calendriers pullulent et connaissent un grand succès. Certains nous interpellent plus que d'autres. Ils font aussi l'objet de critiques, comme cela a pu arriver par le passé pour les calendriers de l'Avent de marques de luxe auxquels il était reproché de ne pas fournir de produits représentatifs ou au contenu dérisoire. Tout comme il existe des produits calibrés pour la période des soldes dans le prêt-à-porter, il existe des produits conditionnés pour s'insérer dans un calendrier de l'Avent. Ce dernier est à la fois un objet ludique et promotionnel, puisqu'il y a de fortes chances que les produits testés via le calendrier suscitent un acte d'achat ultérieur. Pourtant, pousser à l'achat, ce n'était pas à l'origine l'objectif du calendrier de l'Avent. Une origine religieuse datant du XIXe siècle ou plus ancienne? Les premiers calendriers de l'Avent étaient très différents de ceux que nous connaissons aujourd'hui. Il est fait mention d'une tradition de l'Avent, pour la première fois, au début du XIXe siècle, en Allemagne, et il s'agirait d'une tradition d'origine chrétienne. Les calendriers n'avaient alors pas la forme d'un objet central regroupant un ensemble d'articles accessibles via l'ouverture de cases numérotées. C'était beaucoup plus sommaire. Il s'agissait en fait d'images saintes, volantes, indépendantes les unes des autres, qui étaient distribuées aux enfants pendant le mois de décembre, du 1er au 25, afin de les inciter durant cette période à avoir une réflexion spirituelle et à mener de bonnes actions. On est très loin de notre logique marchande. À noter que traditionnellement, les cadeaux étaient distribués le 25 décembre au matin, au pied du sapin, et non pas lors du réveillon du 24 décembre. Les enfants croyaient au Père Noël qui venait les récompenser durant leur sommeil. Les présents étaient modestes, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne faisaient pas plaisir. Cependant, il est également fait mention d'une distribution d'images à des fins spirituelles lors d'une époque plus lointaine, pendant une période de célébration religieuse particulière. En effet, les peuples du Nord célébraient ce qu'ils appelaient les 12 nuits de Yule, période correspondant aux 12 jours qui séparent la fête de Sainte Lucie de la fête de Yule, qui était la célébration du solstice d'hiver. Chaque soir, le groupe se réunissait et une qualité était célébrée comme la féminité, la maternité, l'harmonie, le courage, la persévérance. Ces nuits étaient l'occasion de vivre le mois de décembre comme il se doit, une période d'introspection, de bilan, mais aussi de partage. Les gens ne sachant pas forcément lire, la distribution d'images permettait de garder une trace et facilitait les discussions. Le choix de Sainte Lucie n'était pas anodin car ce prénom signifie lumière. Sa fête a lieu 10 jours avant le solstice d'hiver où le jour est le plus court et la nuit la plus longue, mais qui annonce aussi le retour de la lumière.
Le mois de décembre, symboliquement, est plein de lumière, des bougies en passant par les décorations de Noël ou les fêtes régionales. À Lyon, nous avons ainsi début décembre la fête des Lumières et une tradition d'honorer la Vierge en plaçant un lumignon à la fenêtre. La célébration de la fête de Sainte-Lucie est très fréquente en Scandinavie, où une jeune fille incarne traditionnellement la sainte et symboliquement en portant une bougie à travers la nuit. Il y a toujours eu de la magie en décembre malgré le froid et l'obscurité. La réception d'images, objet recherché autrefois, et l'ouverture de nos jours des cases du calendrier de l'Avent participent symboliquement à cette période magique où la nature s'endort pour mieux se réveiller, où l'obscurité et la lumière cohabitent, où traditions religieuses et événements commerciaux se télescopent, où le stress d'organiser le repas de Noël s'accompagne de la joie de revoir des membres de sa famille, où certains préfèrent rester seuls, tandis que d'autres ne jurent que par cohue, dîner à rallonge et marché de Noël. Omniprésence des images. Au XIXe siècle, collectionner des images était également un passe-temps pour petits et grands. À l'école, pour un bon comportement ou de bonnes notes, on recevait des points à échanger contre une belle image. Les prix, remis aux élèves les plus méritants, étaient constitués de livres richement illustrés. Des collections comme celle de l'éditeur Hetzel comportaient de jolies images. Des éditions prestigieuses de contes de fées étaient illustrées par des artistes de renom, comme Gustave Doré. Cette passion des images se retrouve aussi chez les collectionneurs de timbres. Malgré notre société numérique, les beaux livres, richement illustrés, et les belles images connaissent toujours un franc succès. La preuve en est de la réédition d'ouvrages comme la Divine Comédie de Dante, illustrée également par Doré, et par la popularité des displays, ces images que l'on peut afficher au mur. Nécessaire autrefois, car les gens ne savaient pas lire, et ne dit-on pas qu'une image vaut 1000 mots, les images sont aujourd'hui des objets de décoration, d'illustration, et le graphisme est toujours aussi important. Des miniatures, des vidéos YouTube, en passant par les livres pour enfants ou les couvertures de livres à succès qui, à Noël, font souvent l'objet d'une édition spéciale et ornementée. Un objectif moral et didactique. Mais revenons à nos images pieuses du XIXe siècle. L'objectif était d'enseigner aux enfants la vertu de la patience face à la satisfaction du désir immédiat. Comme tous les enfants, ceux du XIXe siècle attendaient impatiemment Noël, période de fête et de menus cadeaux. Leur distribuer chaque jour une image, les faisant patienter et réfléchir aux vertus représentées sur celle-ci, participait à leur éducation. Cette tradition stimulait un désir d'élévation morale, constituait un apprentissage, comment contenir son désir, et enseignait d'une certaine manière la persévérance puisque l'obtention d'une récompense, comme un petit pain d'épices, dépendait des bonnes actions et d'une attitude récompensable. Malgré l'impatience d'être le jour de Noël et de déballer leurs cadeaux, quiconque a côtoyé les enfants sait que leur notion du temps est différente de la nôtre et que 25 jours à patienter leur semble une éternité. Ils apprenaient à se modérer et à s'élever moralement et spirituellement. C'était aussi l'occasion de discussions avec les parents autour de divers sujets. Ce rituel établi était un point de repère. Une des souffrances contemporaines est justement ce manque de repère, d'ancrage, de stabilité. De tout temps, les traditions ont contribué à rassurer les êtres humains. Concrètement, à l'époque, les enfants découvraient chaque matin au réveil de petites images comportant des phrases de l'Évangile ou des injonctions à bien se comporter, à être altruiste et empathique avec son prochain. Il s'agissait d'une tradition totalement informelle, comme celle de la petite souris, où les parents glissent une pièce en échange de la dent de lait de l'enfant placée sous l'oreiller. J'explique ce passage de la petite souris, car cette tradition n'est pas en usage partout dans le monde. Sans case ni chocolat. Parfois, pour récompenser un comportement exemplaire, les parents offraient aux enfants une douceur, généralement du pain d'épices. Cependant, il n'était pas question de chocolat, qui au début du XIXe siècle était encore un produit de luxe et dont la consommation n'était ni démocratisée ni considérée comme une friandise banale. Cette tradition plongeait donc les enfants et leurs parents dans un esprit de Noël beaucoup plus spirituel qu'aujourd'hui, mais cela s'explique aussi par la prédominance de la religion dans la vie quotidienne. C'est au début du XXe siècle que le calendrier de l'Avent connaît une grande évolution avec le regroupement des images dans un même support. Cependant, cette version est assez éloignée de celle que nous connaissons puisqu'il n'y a ni case à ouvrir,
ni chocolat à déguster. C'est un éditeur médical, Gerhard Lang, qui commercialise le premier en 1908 des images à colorier reliées à un ensemble en carton, ce qui constitue un calendrier de l'Avent très basique. Une évolution constante des calendriers de l'Avent, des années folles à nos jours. C'est beaucoup plus tard, en 1920, pendant les années folles, que les cases à ouvrir font leur apparition. Ces dernières ont la forme de fenêtres ou de tiroirs. Il n'y a pas de chocolat. Seules les images sont mises en avant dans ce calendrier qui est toujours destiné aux enfants. L'idée de vendre des produits autres par ce biais n'existe pas encore. On ne pense même pas à y inclure du chocolat. Il faudra attendre près de 40 ans pour qu'en 1958, le premier calendrier de l'Avent avec du chocolat à l'intérieur fasse son apparition. Et il faudra patienter encore plus longtemps dans les années 90 pour qu'émerge l'idée de perfectionner ce genre de calendrier. Les années 2010 voient timidement l'émergence de calendriers de l'Avent intégrant des friandises comme des pâtes de fruits ou des sachets de thé. Mais c'est à la fin de cette décennie que le concept explose. Désormais, plus de 30 000 calendriers de l'Avent sont disponibles et ils proposent tout et n'importe quoi. Destinés aussi bien aux enfants qu'aux adultes, adaptés à toutes les situations, du Secret Santa au cadeau parfait pendant le mois de décembre, la variété de prix, d'offres et de packaging séduit l'ensemble des consommateurs et inspire les créateurs et les commerciaux. Par exemple, certaines compagnies proposent un calendrier de l'Avent dématérialisé qui s'incarne sous forme de réduction, doublement de points, petits cadeaux et divers avantages pour les clients pendant cette période. Mais si le terme calendrier de l'Avent nous est désormais familier, il reste une question. C'est quoi l'Avent en fait? Qu'est-ce que l'Avent? Le terme Avent vient du latin adventus qui signifie arriver. On parle donc ici de l'arrivée imminente de l'enfant Jésus, c'est-à-dire de la naissance du Christ. Il s'agit d'un temps liturgique. Nous connaissons d'autres temps de ce type, comme le carême. Cependant, comme de nombreuses fêtes religieuses à travers le monde, le début, la durée et la fin de l'Avent varient selon les années. En effet, on calcule le nombre de jours de l'Avent à partir de Noël, et non en comptant les jours du calendrier qui nous séparent de Noël. Le symbolisme des couleurs. Autre particularité, pendant l'Avent, les couleurs rose et violette sont à l'honneur. On considère en effet que la couleur liturgique de cette période est principalement le violet, sauf le troisième dimanche de l'Avent qui est celui du rose. Les couleurs liturgiques sont une préconisation du pape Clément d'Alexandrie depuis le IIIe siècle. Il est question de porter des vêtements dont la couleur est réservée à une célébration ou à une période religieuse en particulier. Le symbolisme liturgique des couleurs est donc utilisé. Le violet correspond au temps de l'Avent et à celui du carême. On peut aussi l'utiliser lors de funérailles. Si de nos jours les théories New Age et du développement spirituel voient dans le violet une couleur très spirituelle, au niveau liturgique c'est la couleur de la pénitence. Ceci n'est cependant pas incompatible avec une élévation spirituelle si le temps de pénitence permet de comprendre, d'intégrer et d'évoluer. Quant au rose, il est réservé dans la liturgie à la joie spirituelle et on peut le porter le troisième dimanche de l'Avent, appelé aussi Gaudette. Son message est « Soyez dans la joie ». À noter que le rose, aujourd'hui connoté comme réservé aux petites filles, était autrefois une couleur masculine, une version plus douce du rouge. Un portrait du roi Henri IV, tout de rose vêtu, nous est parvenu, et en quelques occasions, lors de deux périodes réservées, les prêtres catholiques portent une chasuble rose. Le rose, en liturgie, n'est cependant porté qu'en deux occasions, le troisième dimanche de l'Avent et le quatrième dimanche de carême. Le rose marque surtout l'adoucissement de la pénitence et annonce la joie à venir. Petite parenthèse, autrefois le bleu était réservé aux filles car le voile de la Vierge Marie est bleu. Dans notre époque où tout se dérègle, notre perception erronée du symbolisme des couleurs et l'attribution de celle-ci à un genre montre bien que nous sommes dans l'erreur et perdus. On voit que le calendrier de l'Avent était l'un des outils introspectifs, méditatifs et spirituels dont nous manquons cruellement aujourd'hui. L'être humain a besoin de repères, d'être plutôt qu'avoir, et c'est pourquoi il ne saurait trouver davantage de bonheur dans un calendrier de l'Avent de produits de luxe que dans une série d'images qui lui parlent de lui et des siens. Pour aller plus loin,
Pourquoi les calendriers de l'Avent ont toujours 24 cases alors que l'Avent varie entre 22 et 28 jours? Beaucoup de personnes croient que l'Avent se calcule simplement du 1er au 24 décembre et que chaque année, c'est pareil. Alors qu'on sait que de nombreuses fêtes religieuses sont de durée variable avec des dates fluctuantes, on ne s'en rend pas compte pour la période de l'Avent. Les calendriers de l'Avent commerciaux contribuent à cette confusion car ils ne varient absolument pas le nombre de cases disponibles. Leurs calendriers en ont toujours 24, du 1er au 24 décembre, alors que l'Avent peut varier entre 22 et 28 jours. De plus, la période de l'Avent ne commence pas nécessairement le 1er décembre de chaque année. Elle peut débuter fin novembre et s'achever le 18 décembre, soit 6 jours avant le réveillon de Noël, ce qui, vous vous en doutez, ne fait absolument pas les affaires des personnes qui créent des calendriers de l'Avent. Ces personnes ne vont pas changer le nombre de cases chaque année, mais cela justifie aussi qu'ils commercialisent leur calendrier dès le mois de novembre. Ils ont aussi choisi d'ignorer ce fait. C'est plus facile de standardiser leurs produits et de rassurer les consommateurs qui pourraient penser qu'un calendrier de 22 cases n'est pas un vrai calendrier de l'Avent. Pour ceux que cela intéresse, nous vous renvoyons vers la page Wikipédia consacrée au calendrier de l'Avent où un tableau récapitule les dates exactes. Par exemple, si le premier dimanche de l'Avent débute un 28 novembre, le quatrième dimanche de l'Avent sera le dimanche 18 décembre. Cette année, en 2024, le quatrième dimanche de l'Avent aura lieu le dimanche 22 décembre, ce qui signifie que le premier dimanche de l'Avent a eu lieu dimanche 1er décembre et que nous disposons donc de 24 jours d'Avent, ce qui correspond parfaitement au nombre de cases des calendriers commerciaux. Mais l'année prochaine, ce ne sera pas nécessairement le cas. Regardez toujours un calendrier liturgique pour vous en assurer. À présent, nous allons parler d'un livre calendrier de l'Avent qui renoue un peu avec la tradition de 1908. Vous savez, celle de l'éditeur de publications médicales. Pour finir cet article et cette histoire, nous allons donc évoquer un calendrier de l'Avent vraiment original, publié aux éditions Jouvence et Zo et dont le titre est Mon fabuleux grimoire de l'Avent. Bien évidemment, ce n'est pas une collaboration commerciale et j'ai acheté mon exemplaire. Nous pensons que ce livre-objet renoue un peu avec la tradition première des calendriers de l'Avent, puisque son contenu est axé sur le développement spirituel et que les éditions Jouvence qui le commercialisent sont traditionnellement dédiées au développement personnel et à des conseils santé. La maison d'édition Jouvence n'est pas comparable à celle de l'éditeur de produits médicaux de Gérard Lang en 1908, car autre temps, autre mœurs. Mais oser publier un calendrier de l'Avent quand on est une maison de ce genre est selon nous une sorte de clin d'œil à l'initiative débutée en 1908, tout en la modernisant. Comment fonctionne ce libre-objet ? Il faut ouvrir chaque jour un chapitre contenant des informations, des exercices, des méditations, des réflexions. Cela s'inscrit dans la lignée introspective des images pieuses destinées aux enfants à des fins d'élévation morale. Toujours chercher à être la meilleure version de soi-même en quelque sorte. Bon, cette fois-ci, ça s'adresse aux adultes. Nous avons apprécié la dimension écologique de l'ouvrage, qui n'est pas un simple livre pour la période de Noël, mais dont les conseils et pistes peuvent être réutilisés tout au long de l'année. Il y a également des flashcodes qui permettent d'accéder à du contenu que nous pourrons utiliser tout au long de l'année. L'aspect ludique de devoir patiemment ouvrir les pages sans les déchirer, les activités créatives et la possibilité d'accéder à du contenu supplémentaire via des flashcodes nous ont définitivement séduits. Nous allons faire tout le programme proposé dans le livre jusqu'au 24 décembre et nous vous donnerons alors notre avis éclairé dans notre rubrique Quoi lire que nous reprenons en ces temps d'hiver propices à la lecture. Rendez-vous donc sur notre site internet frenchdiscoveries.fr. Je vous laisse d'ailleurs avec un petit essai lorsque j'ai ouvert pour la première fois les pages de ce calendrier et où j'ai failli les déchirer car je ne disposais pas d'un coupe-papier.